Dans cette formation VBA Access, nous proposons de poursuivre le développement de notre application d'évaluation des candidats par le biais de QCM. Je vous rappelle qu'à ce stade, nous avons un formulaire d'accueil qui propose à un candidat de s'authentifier et lorsque son identification est un succès, eh bien, le choix des questionnaires correspondant à la liste des noms de table de la base de données lui est ouvert afin qu'il puisse s'évaluer sur l'un des thèmes. Nous avions, dans cette base de données, géré totalement en VBA d'ailleurs, un formulaire d'inscription qui permettait à un candidat de s'inscrire pour pouvoir justement ensuite s'authentifier et participer à l'évaluation. Ce que nous souhaitons ici, c'est réaliser des travaux préparatifs dans le but que, pour les prochaines étapes, nous soyons capables de consolider les résultats des réponses fournies par les candidats au cours de l'évaluation. Pour l'instant, nous ne disposons que d'une seule table qui est la table des inscrits. Nous souhaitons donc ajouter une table directement liée aux identifiants de ces candidats qui permettra de recenser et d'archiver le résultat des tests réalisés par chacun des candidats. Le but à l'issue sera de pouvoir notamment restituer ces résultats et pourquoi pas de fournir un classement. Puis, nous souhaiterions faire en sorte que non seulement ces tests soient générés aléatoirement et qu'à l'issue, notre application ressemble à un vrai logiciel, cela veut dire qu'elle soit verrouillée et que les données en soient protégées. Dans un premier temps, donc, nous allons commencer par créer la table des résultats. C'est la raison pour laquelle nous passons par l'onglet Créer afin d'activer son ruban. Puis, dans la foulée, nous cliquons sur le bouton Création de table afin de garder la main sur la création de chacun des champs de la table que nous souhaitons personnaliser. Ainsi, nous pourrons les typer au plus juste. Nous souhaitons pouvoir inscrire dans cette table les résultats des candidats, comme par exemple la note obtenue, la durée de passage, le nom du questionnaire, la date à laquelle le QCM a été passé, etc. La première chose à laquelle il faut penser, c'est que toute table de base de données doit posséder un identifiant unique, une clé primaire. C'est la raison pour laquelle nous allons créer un champ resNum. Nous choisissons le préfixe res parce que nous allons nommer notre table résultat, num pour numéro, et d'ailleurs, dans le type de données, je vous rappelle les formations Access qui montraient comment créer des tables, les lier entre elles et typer les champs. Nous allons choisir un numéro auto qui est un type qui permettra d'incrémenter automatiquement chacun des nouveaux enregistrements de manière à ce qu'ils soient uniques et même si d'aventure certains étaient supprimés, que ces numéros ne soient plus jamais réemployés. Dans la foulée, nous allons indiquer à Access qu'il s'agit bien d'un champ explicitement unique. C'est la raison pour laquelle dans le ruban création, nous cliquons sur le bouton clé primaire et vous notez l'apparition d'une petite icône de clé en regard du champ resNum pour faire comprendre à Access que ce champ doit être explicitement unique pour chaque enregistrement. Puis, nous avons besoin d'un champ qui va permettre d'établir la relation entre la clé primaire de cette table et ce qui sera la clé externe de la table enfant, la table des résultats. Nous allons donc le nommer ResID, ID pour identifiant, car il doit faire correspondre les résultats de cette table à l'identifiant de la table MSI inscrit. Si nous accédons à cette table des inscrits en mode création, vous remarquez que cet identifiant fort logiquement déclaré en clé primaire est typé en texte court, car il s'agit d'une succession de caractères. Lorsque nous établissons une relation entre deux tables par le biais de deux champs, ces deux champs en l'occurrence doivent avoir le même type de données, ici un texte court. Et nous allons en profiter, histoire d'optimiser les ressources, par le biais de l'onglet général pour le type de données de ce champ résidé, de limiter la taille de ce champ par exemple à 20 caractères, car un identifiant ne dépassera jamais ces 20 caractères. Dans la foulée, nous allons créer les autres champs nécessaires pour l'implémentation de cette table des résultats liés aux identifiants des candidats de la table inscrit avec un champ resDate, tout simplement pour pouvoir mémoriser la date de passage du QCM par le candidat. Donc, nous lui associons le type de données date-heure et tant qu'à faire, puisque c'est très simple avec Axel qui est un logiciel orienté développement,
Par le biais de son onglet général, nous allons modifier sa propriété format afin d'afficher la date au format date complet, c'est-à-dire préférentiellement sous forme de texte. Et puis, si l'utilisateur venait à saisir cette date, pourquoi pas, nous allons lui associer un masque de saisie qui est un guide qui permettra d'orienter l'utilisateur dans la saisie de cette date pour lui indiquer qu'il faut 2 chiffres pour le jour, 2 chiffres pour le mois et 4 chiffres pour l'année. Dans un masque de saisie, et nous l'avions déjà abordé au travers des formations Access, le symbole 0 impose la saisie d'un chiffre. Le symbole slash n'étant pas reconnu, il servira de caractère de délimitation tout simplement pour un format date. Et tant qu'à faire, afin de faciliter justement la saisie de cette date, dans la valeur par défaut, nous allons inscrire une donnée dynamique grâce à la fonction date d'Access qui permettra tout simplement d'inscrire automatiquement la date du jour. Cette fonctionnalité a un double intérêt pour l'utilisateur certes, mais surtout pour le code Visual Basic à venir. Lorsque nous archiverons les résultats du candidat dans cette table résultats, eh bien, nous n'aurons pas à renseigner ce champ ResDate dans la mesure où la date par défaut sera déjà inscrite grâce à ce paramétrage sur la propriété valeur par défaut. Nous poursuivons la création de nos champs pour notre table résultat avec un champ ResNom dont l'objectif sera de mémoriser le nom du questionnaire sur lequel le candidat s'est évalué. Nous le laissons donc fort logiquement en texte court. En revanche, nous pouvons largement diminuer la taille du champ de façon à optimiser les ressources qui seront exploitées en mémoire puisque aucun des questionnaires ne dépassera les 50 caractères, propriété taille du champ donc pour le champ ResNom. Dans la foulée, nous avons besoin d'un champ qui permettra de mémoriser la note obtenue par le candidat sur le QCM pour pouvoir notamment fournir des classements à l'issue. Donc, il s'agira d'une donnée numérique, mais d'une donnée numérique très petite. C'est un entier court qu'il nous faut choisir et non pas un entier long qui a la capacité de dépasser des valeurs allant au-delà du milliard. D'ailleurs, un entier normal peut lui comprendre des valeurs comprises entre moins 32 700 et plus 32 700. C'est beaucoup trop. L'octet, qui est l'entier court, suffira largement. Il permet de mémoriser des valeurs comprises entre 0 et 255, ce qui est beaucoup plus adapté pour une note comprise entre 0 et 20. Donc, nous dimensionnons au plus juste nos champs de manière à exploiter au mieux les ressources et les capacités de l'ordinateur. Enfin, nous avons besoin d'un dernier champ qui permettra un autre tri, un tri secondaire pour les classements, la durée passée par le candidat sur le QCM. À note équivalente, c'est la durée qui permettra d'établir le classement, justement. Cette durée est elle aussi une donnée numérique dans la mesure où, en effet, il s'agira tout simplement de mémoriser le nombre de minutes passées par l'utilisateur sur le QCM. Là encore, nous pourrions nous contenter d'un octet, mais si d'aventure un utilisateur mettait plus de 255 minutes pour passer le test, bon, vous avouerez que c'est des cas qui ne se présenteront pas. Nous allons choisir pourquoi pas, c'est surdimensionné, le type entier, ça veut dire que l'utilisateur peut se permettre de passer son test sur plus de 32 000 minutes. Bon, bref. À l'issue, puisque nous avons tout parfaitement paramétré pour ces champs de table, nous enregistrons les modifications et nous en profitons pour donner un nom à cette nouvelle table, le nom résultat, que nous validons par OK, et dans la foulée, nous allons fermer cette table. Petit point de contrôle intermédiaire, si nous double-cliquons sur la table pour l'exécuter, nous constatons qu'elle est vide fort logiquement et que tous ces champs sont effectivement bien prévus et qu'il y a déjà la date par défaut dans le champ ResDate, comme vous le remarquez, avec le format date complet, comme nous l'avons paramétré. Il s'agit maintenant, pour sécuriser les données et faire en sorte que nous exploitions Access comme un vrai gestionnaire de base de données relationnelles, d'établir une relation entre cette table parent, la table des inscrits, et cette table enfant, les résultats des inscrits. Pour ce faire, nous cliquons sur l'onglet Outils de base de données en haut de la fenêtre, puis dans la foulée, nous cliquons sur le bouton Relations. Les relations concernent deux tables, donc dans la boîte de dialogue qui suit, nous les sélectionnons, inscrits et résultats, avec la touche CTRL, et nous les incluons en cliquant sur Ajouter
est fermée. Nous obtenons donc dans cet éditeur des relations la représentation schématique des deux tables avec tous les champs qu'elles comportent, y compris, vous voyez, la représentation des clés primaires. Il s'agit ici de faire correspondre l'identifiant clé primaire de la table parent inscrit avec l'identifiant clé externe de la table résultat, de manière à ce que pour un candidat inscrit, nous puissions accéder à tous les tests qu'il a passés et qui ont été archivés dans la table résultat. Pour ce faire, nous cliquons et glissons le champ inscrit identifiant sur le champ résidé de la table enfant. Dans la foulée, une boîte de dialogue des relations apparaît pour parfaire ces réglages entre le champ inscrit identifiant clé primaire et résidé clé externe. Nous allons cocher les trois cases « Appliquer l'intégrité référentielle »,« Mettre à jour » et « Effacer en cascade ». L'intégrité référentielle est une sécurité de base de données qui empêchera tout archivage des résultats d'un candidat qui n'existe pas dans la table MSI inscrit. Il n'y aura donc pas de risque d'avoir des enregistrements orphelins. Et bien entendu, la mise à jour et la suppression en cascade vont faciliter le travail notamment du code VBA. Si d'aventure un candidat venait à se désinscrire, il serait supprimé de la table MSI inscrit et donc toutes ces données liées et dépendantes de la table résultat en cascade seraient automatiquement supprimées et donc nettoyées par le gestionnaire de base de données, si bien que nous n'aurions pas à le faire par le code VBA. Nous cliquons sur le bouton créer pour valider ces relations et vous remarquez qu'un lien schématisé matérialise effectivement la relation qui existe entre les deux tables par ces deux champs de 1 vers l'infini. Pour un candidat inscrit et repéré par un identifiant unique dans la table MSI inscrit, il peut y avoir une infinité de résultats de tests passés par un candidat. En effet, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Surtout, nous enregistrons les modifications par CTRL S, puis nous fermons la fenêtre de ces relations. C'est une personnalisation que nous exploiterons dans les étapes à venir du développement qui consisteront à récupérer les résultats des réponses fournies par l'utilisateur sur le formulaire de l'évaluation. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous souhaitons faire en sorte désormais que les évaluations soient proposées aléatoirement dans les énoncés. Si par exemple, après authentification, le candidat choisit le thème informatique général, eh bien, il est tout à fait logiquement redirigé vers le formulaire question qui d'ailleurs a bien réceptionné la donnée transmise et propose le questionnaire informatique général, mais toujours dans le même ordre, avec toujours le même nombre de questions, c'est-à-dire l'intégralité des enregistrements présents dans la table source, les 99 que rappelle ici la barre de navigation, comme vous le constatez. Or, nous souhaiterions, pour des raisons, on va dire, de logique et de simplification, proposer seulement 20 questions parmi les 99 et si possible aléatoirement, de manière à ce que d'un test à un autre, eh bien, nous ayons l'impression de passer une évaluation complètement différente. Sur les autres tables, vous constatez par exemple que la table Access propose elle aussi 99 enregistrements et que l'énoncé Excel, quant à lui, en propose 73. Pour que il n'y ait que 20 questions générées aléatoirement, nous allons donc devoir modifier la source de données qui avait été transmise par le code VBA du formulaire question qui se charge des évaluations. C'est la raison pour laquelle nous l'ouvrons en mode création. Et comme vous le constatez par le biais de sa feuille de propriété du ruban création, lorsque nous activons l'onglet événements du formulaire actif, il y a déjà un code événementiel qui est associé à sa propriété surchargement pour pouvoir charger le questionnaire correspondant au choix de l'utilisateur dans la liste déroulante du formulaire d'accueil. C'est un code qui permettait de récupérer la valeur transmise, donc des développements antérieurs, des formations antérieures. Lorsque nous cliquons sur le bouton de cet événement, nous basculons donc dans l'éditeur de code pour le formulaire question, entre les bornes de la procédure événementielle FormLoad, c'est-à-dire au chargement du formulaire. Et nous retrouvons le code qui permettait
de charger le nom de la table mémorisé dans le label transf.caption, c'est comme ça que nous avions transmis les paramètres, en source de données, propriété record source de l'objet mis en VBA Access, qui permet de désigner le contrôle actif, en l'occurrence ici, le formulaire. Eh bien, il s'agit ici de faire une requête SQL, bien entendu, toujours sur cette même table transmise en paramètres, mais de manière à n'en extraire que 20 enregistrements, et si possible, générés aléatoirement. Comme nous l'avions vu dans les précédentes formations, une requête SQL de sélection commence nécessairement par le mot-clé select pour pouvoir sélectionner les enregistrements et les champs d'une table, la table désignée par la propriété caption du label transf. Il y a un mot-clé dans la syntaxe SQL qui est top suivi d'une valeur numérique qui indique, tel que nous l'avons écrit ici, à SQL de sélectionner seulement les 20 premiers enregistrements de la table désignée par transf.caption. Alors à ce stade, effectivement, nous limitons bien seulement le choix sur 20 questions, mais tel que nous l'avons écrit, il s'agira de façon immuable des 20 premières questions. Ce tri aléatoire va se réaliser à la fin de la syntaxe SQL. À la suite de cette instruction select top 20, nous devons énumérer les champs que nous souhaitons prélever dans cette sélection SQL. Eh bien, pour ne pas nous ennuyer, le symbole étoile permet d'indiquer à SQL que nous prélevons tous les champs plutôt que de les énumérer les uns à la suite des noms séparés par des virgules. Étoile pour tous les champs. Comme vous vous en souvenez, le mot-clé from permet d'indiquer à la syntaxe SQL à partir de quelle table doit s'effectuer cette sélection des 20 premiers enregistrements pour tous les champs de la table transf.caption qui va suivre donc le mot-clé from, sauf que trans.caption est une valeur dynamique, variable, inscrite en VBA. Il va donc nous falloir concaténer cette partie statique avec cette partie dynamique. Avant les guillemets, les doubles cotes, tout d'abord, nous ouvrons un crochet pour pouvoir bien délimiter le nom de la table que nous désignons, car certains comportent des espaces. Nous concaténons cette expression statique à l'extérieur des doubles cotes avec l'expression dynamique, que nous reconcaténons avec une partie statique, donc nous rouvrons les doubles cotes après le et commercial, de manière à pouvoir terminer la syntaxe SQL qui va notamment permettre de définir ce tri aléatoire grâce aux mots-clés notamment. Alors n'oublions surtout pas de fermer les crochets pour délimiter la fin du nom de la table. Donc ce tri grâce aux mots-clés order by, donc ça veut dire que l'on trie selon quel champ? Eh bien, en l'occurrence, ici, il s'agit d'un tri qui ne sera jamais le même. Il faut un tri aléatoire sur un champ. C'est la fonction SQL RND qui permet de générer un classement, un tri aléatoire sur un champ à désigner en paramètre. Tout d'abord, nous ouvrons la parenthèse de la fonction RND et pour désigner ce champ, nous l'inscrivons fort logiquement entre crochets. De la table des questionnaires, c'est le champ numéro N avec la petite bulle qui permet effectivement de recenser tous les identifiants des questions. Donc nous allons faire le tri sur ces identifiants de façon aléatoire pour seulement 20 enregistrements sélectionnés de cette table avec tous les champs pour pouvoir consolider les résultats. N'oublions pas de fermer la double cote pour terminer l'instruction SQL de la source de données, et bien que cette requête n'existait pas, vous constatez que nous la concevons en dynamique par le code VBA et SQL, et qu'elle devrait fort logiquement générer cette sélection aléatoire. Nous allons faire un petit contrôle de compilation à ce stade pour nous assurer qu'aucune erreur n'est générée. Nous allons tester le processus en fermant l'éditeur de code et relancer le formulaire d'accueil de manière à nous authentifier dans un premier temps, à choisir dans un deuxième temps le test informatique général qui, je vous le rappelle, propose 99 questions. Nous sommes bien redirigés vers le test informatique général. Constatez tout d'abord qu'il n'y a plus que 20 questions sur les 99. Notre requête à la volée semble donc avoir fonctionné. A-t-elle bien sélectionné ces 20 questions, ces 20 enregistrements de façon aléatoire? Il suffit de faire une petite comparaison avec la première question proposée
par cet énoncé informatique général, et vous constatez que la première question de ce thème est une disquette est restée dans le lecteur, alors que pour le formulaire, le QCM en cours, pour établir un réseau entre 3 machines, il semblerait donc que nous avons bien réussi à générer 20 questions aléatoirement de manière à ce qu'aucun test ne se ressemble. Petite information ici, il s'agit de tests anciens qui ne sont plus au goût du jour, mais les données sont largement suffisantes pour monter notre application et puis les exploiter afin de fournir à l'issue une évaluation tout à fait fonctionnelle sous forme de projet logiciel. D'ailleurs, comme toutes les tables ont la même structure, il s'agira ensuite d'ajouter des questionnaires en respectant cette structure ou bien encore en les mettant à jour dans les tables existantes. Ce qu'il nous manque à ce stade, alors nous allons quand même refaire un essai pour constater que si nous authentifions et que nous rechoisissons le même thème, nous avons bien de nouveau les 20 questions qui sont proposées et constater que la première question n'est plus la même que la précédente qui était proposée pour le même choix du thème informatique général. Donc c'est parfait. Notre modification de source de données pour le formulaire par le code VBA au chargement a parfaitement fonctionné. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de pouvoir transmettre l'identifiant du candidat ici authentifié au choix du questionnaire, au formulaire question. Pourquoi ? Eh bien parce que dans les étapes suivantes, il faudra bien pouvoir consolider ces résultats pour à l'issue les inscrire dans la table résultats attachée à un identifiant qui correspond bien à un identifiant existant de la table MSI inscrit par le jeu des relations. Et ainsi, nous pourrons ressortir tous les résultats des tests réalisés par un candidat. C'est une donnée qui pour l'instant n'est pas transmise par le code VBA, mais nous avions déjà un code qui avait permis de transmettre le nom du questionnaire, c'est-à-dire le nom de la table. C'est la raison pour laquelle, lorsque le formulaire question s'ouvre, il s'affiche avec le bon nom de table, la bonne table d'ailleurs sur laquelle nous avons modifié la requête pour générer uniquement 20 questions. Nous rouvrons donc ce formulaire liste en mode création, nous sélectionnons cette liste qui a pour mission de transmettre ces paramètres. Pour preuve, lorsque nous activons l'onglet événement de sa feuille de propriété, constatez qu'un code est déjà associé à son événement avant mage, auquel nous accédons en cliquant sur son petit bouton à 3 points, donc pour le formulaire liste, entre les bornes de la procédure list before update. Je vous rappelle que pour qu'un formulaire externe puisse modifier les données d'un autre formulaire, en l'occurrence le formulaire liste, pour accéder aux données d'un formulaire question, il doit y accéder en mode design, c'est-à-dire en mode conception, pour inscrire des données seulement dans des étiquettes auxquelles on accède au contenu par la propriété caption, et non à une zone de texte. Nous ne pouvons pas modifier à distance une zone de texte. Suite à quoi, nous modifions les enregistrements, puis nous rouvrions le formulaire question en mode normal, comme si de rien n'était, pour l'utilisateur. Sauf que, pour pouvoir transmettre effectivement un paramètre, faut-il encore que nous ayons prévu un label sur le formulaire question qui permettra de réceptionner cette valeur. Ce n'est pas encore le cas. Si bien que nous revenons donc sur notre application Access, et précisément en mode création sur notre formulaire question, qui doit disposer d'une étiquette pour recevoir l'identifiant du candidat. Nous allons la placer au même endroit qu'il y a ce regroupement de petits contrôles d'ailleurs qui sont cachés. Grâce au ruban création et à ses visuels, nous sélectionnons donc une étiquette que nous plaçons là aussi vers le bas en la traçant, et nous allons inscrire une information temporaire, sinon l'étiquette faute de contenu disparaît. Nous la resélectionnons dans la foulée, de manière à pouvoir la nommer explicitement à l'aide de sa feuille de propriété et de son onglet autre, propriété nom, avec un nom beaucoup plus parlant, ID, candidat par exemple, puisque cette étiquette aura pour but de mémoriser et de réceptionner l'identifiant du candidat en train de s'évaluer. Nous enregistrons donc ces modifications, nous fermons ce formulaire, nous retournons dans l'éditeur de code entre les bornes de la procédure destinée à transmettre l'identifiant, c'est-à-dire la liste déroulante au clic, pour pouvoir accéder, comme nous l'avions fait précédemment, à ce contrôle label ID candidat par le code, forme question
avec un S bien sûr. Si nous nous trompons dans l'orthographe, eh bien forcément IntelliSense ne se déclenche pas à l'appel des propriétés et méthodes. ID candidat, en l'occurrence ici le contrôle ID candidat, auquel nous accédons à son contenu par sa propriété caption, car il s'agit d'une étiquette, d'un label, dans lequel nous souhaitons inscrire, eh bien tout simplement l'identifiant saisi par l'utilisateur sur le formulaire liste. Cet identifiant est saisi dans un contrôle que nous avions nommé identifiant, tout simplement. D'ailleurs, lorsque vous écrivez son nom et que vous tapez le point, constatez l'apparition de ses propriétés et méthodes, la propriété d'une zone de texte pour accéder à son contenu et la propriété value. Donc, nous inscrivons l'identifiant de la zone de texte dans le contenu du label du formulaire question depuis le formulaire liste, suite à quoi nous enregistrons les modifications en mode création et nous rouvrons le formulaire question pour commencer l'évaluation. Nous enregistrons les modifications, nous fermons l'éditeur de code et nous allons vérifier si tout fonctionne correctement en exécutant le formulaire d'accueil, nous authentifions, nous choisissons un formulaire qui désormais est déverrouillé, comme informatique générale. Nous constatons bien au passage, une fois encore, que la première question n'est plus la même, que les énoncés sont limités sur un total de 20 questions, et que nous avons bien transmis l'identifiant de l'utilisateur. Eh bien, nous avions accepté un identifiant par défaut, nous allons voir ce qu'il en est avec un autre identifiant. Donc, nous resimulons le processus. Il y a par exemple dans la table MSI inscrit l'identifiant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous allons l'exploiter. Nous réexécutons notre formulaire liste. Nous tapons 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui est un identifiant de candidat inscrit que nous validons. Nous rechoisissons le même thème histoire de pouvoir comparer cette génération aléatoire. Constatons que l'identifiant est bien transmis, donc c'est parfait pour la suite des travaux à venir qui consisteront à attacher les résultats des réponses à un identifiant pour l'inscription finale dans la table liée. Nous constatons une fois de plus que la première question a bien changé, que nous sommes limités à 20 questions pour passer l'évaluation. Jusque-là, donc nos travaux préparatifs avant de verrouiller ce questionnaire, ce progiciel, eh bien, fonctionnent parfaitement. Cela veut dire que nous pouvons continuer et aller plus loin. Par contre, il y a effectivement une petite modification à entrevoir qui est lourde d'importance dans la mesure où lorsque le candidat bascule sur son questionnaire, pour l'instant vous remarquez que des informations confidentielles sont visibles. Le candidat ne doit pas voir ces informations, en l'occurrence ici l'identifiant, mais aussi ce champ réponse qui fournit tout simplement le bon numéro de la réponse à fournir à la question qui est posée. Cette indication doit être disponible juste par le code VBA de manière à ensuite pouvoir consolider les résultats. Ça veut dire qu'en mode création, nous devons tout simplement masquer ces deux contrôles. Donc nous basculons en mode création, nous les sélectionnons ensemble par la touche CTRL. L'intérêt est que dès lors, la feuille de propriété ne propose plus que les propriétés communes à ces deux contrôles, comme par exemple la propriété visible qui est fort logiquement réglée à oui, puisque l'un et l'autre sont bien visibles par défaut. Par double clic par exemple, nous allons la basculer à non, false en VBA, ce qui permet de les masquer à l'exécution. Puis, nous enregistrons les modifications. Et ensuite, nous fermons le formulaire pour constater par une simulation de processus que tout fonctionne bien. Vous allez remarquer qu'une erreur VBA fort logiquement est générée, et je vais m'expliquer. Nous cliquons sur OK pour valider l'authentification, nous choisissons un formulaire et constatez en effet qu'une erreur VBA sous forme d'alerte apparaît à l'écran. Eh bien, tout ceci est fort logique, vous allez le constater d'ailleurs en cliquant sur le bouton débogage. Cela vient du fait que jusqu'alors, lorsque nous activions notre formulaire question, eh bien, après la requête que nous avons adaptée tout à l'heure qui permet de sélectionner 20 questions aléatoirement, nous activions le contrôle réponse, c'est-à-dire la zone de texte de la bonne réponse. Et ce contrôle ne peut plus être activé visuellement puisque tout simplement, il n'est plus visible. Cela veut dire que nous devons supprimer cette ligne de code. Donc d'abord, nous stoppons l'exécution du code en cliquant sur le bouton réinitialiser. Nous supprimons la ligne de code. Nous enregistrons les modifications. Alors attention, il est important de bien comprendre que certes, ce contrôle n'est plus visible, donc ne peut plus être activé.
par la méthode setFocus, mais il est toujours disponible par le code VBA, notamment pour pouvoir récupérer son contenu. De ce côté-là, ça ne posera aucun souci. Nous fermons donc l'éditeur de code et nous allons constater si la suppression de cette ligne a suffi en effet pour corriger le problème. Alors, le petit message qui apparaît dans la foulée est tout à fait logique dans la mesure où VBA Access avait gardé la mémoire de l'exécution qui était en cours. Nous réexécutons notre formulaire liste, nous retapons par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour l'identification, nous validons cette identification par OK, nous choisissons un QCM, nous basculons cette fois sans aucun problème sur notre questionnaire informatique général pour lequel, une fois encore, nous avons une nouvelle question sur les 20 générés aléatoirement et constater que les informations confidentielles, désormais, sont bien masquées à l'utilisateur lambda, mais toujours disponibles par le code VBA. Donc, dans les prochaines étapes, nous pourrons bien exploiter ces données pour pouvoir consolider une fois encore toutes ces réponses. L'objectif final sera à l'issue de les archiver en base de données dans la table liée. Comme je vous le disais, dans ces travaux préparatifs, ce qui importe désormais est de pouvoir verrouiller et protéger cette application, puisque pour l'instant, tout utilisateur qui débute un questionnaire a accès, comme n'importe quel administrateur, à toutes les sources de la base de données en mode modification. Eh bien, il faut empêcher cela. C'est la raison pour laquelle nous allons paramétrer certaines options. La première des choses que nous souhaitons est de faire en sorte qu'au démarrage de l'application, le formulaire d'accueil se charge automatiquement. Autrefois, dans les anciennes versions d'Access, nous devions générer une macro auto-exec qui avait pour objectif de lancer l'ouverture du formulaire. C'est désormais plus simple avec le paramétrage des options Access. Nous cliquons donc sur l'onglet Fichier et dans la liste tout en bas, nous choisissons Options. D'ailleurs, tous ces paramétrages sont regroupés. Nous choisissons ici, dans la liste de gauche, la base de données active et vous constatez qu'il y a possibilité au démarrage d'afficher un formulaire à désigner par la liste déroulante. Il s'agit du formulaire liste. Donc plus la peine d'utiliser des macros ici, et dans la foulée, nous allons tout simplement restreindre les autorisations de l'utilisateur lambda en masquant la barre d'état par exemple. On va aussi empêcher d'activer le mode page, nous allons empêcher la modification des structures de base de données, ça paraît fort logique et en faisant défiler les options qui sont proposées dans les sections inférieures, nous allons masquer la barre de navigation ainsi que les menus et rubans. Ça veut dire que l'utilisateur devra se concentrer sur ce qui lui est demandé, c'est-à-dire de répondre aux questions pour passer son évaluation. Dans la foulée donc, nous validons ces réglages. Et vous remarquez que Access vous informe que pour que ces modifications prennent effet, eh bien fort logiquement, la base de données doit d'abord être fermée, ce que nous faisons. Si nous la rouvrons désormais par double-clic depuis l'explorateur Windows, vous remarquez que maintenant, en effet, la base de données s'ouvre directement sur le formulaire liste comme un vrai logiciel, qui est tout à fait fonctionnel d'ailleurs, puisque en effet, l'authentification fonctionne, le choix d'un test fonctionne très bien pour pouvoir ensuite basculer sur le formulaire de l'évaluation et tout le processus doit s'enclencher par la suite. Vous remarquez que l'essentiel des rubans a bien disparu, que les fonctionnalités qui sont proposées ne sont plus que des fonctionnalités basiques qui ne permettent aucune modification ni de structure ni de données. D'ailleurs, à ce titre, le volet des objets Access a bien disparu. Donc, notre application est à la fois protégée et sécurisée, ainsi que verrouillée. Par contre, vous me diriez, mais maintenant, si nous souhaitons poursuivre le développement de l'application, comment faisons-nous pour accéder de nouveau aux données de structure de la base de données? En fait, il y a une petite astuce très simple qui consiste à ouvrir la base de données en maintenant la touche Maj, Shift du clavier enfoncé en même temps. Ce que nous faisons ici, et vous remarquez que notre base de données vient de se rouvrir avec la proposition de tous les objets de base de données dans le volet comme d'habitude, et d'ailleurs le formulaire liste cette fois-ci ne s'est pas ouvert par défaut au démarrage de la base de données. À l'issue, lorsque nous aurons totalement terminé notre application, pour qu'un utilisateur
averti connaissant cette astuce ne puisse pas accéder aux objets de structure de la base de données, nous en créerons un projet autonome ACCDE, si bien que l'application démarrera automatiquement sur le formulaire liste, que le candidat n'aura d'autre choix que de s'identifier, de s'inscrire et de dérouler son évaluation, mais n'aura absolument plus l'occasion d'accéder à quelque objet de base de données que ce soit. Voilà pour ces petits travaux préparatifs de structure de base de données en vue de finaliser notre application des QCM en VBA Access. J'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.